carte avec, qui est à disposition du chorégraphe, et elle est là, s'il n'est pas encore pris une, peut aussi prendre une deuxième. Et là sont ces villes des Alpes, et puis ça continue. Et là, pour moi, je trouve qu'il est important que dans ces villes des Alpes, au minimum pendant l'année, il y a tout eu un programme. D'un part, aussi un programme pour réaliser des projets de la durabilité. On a parlé il y a 25 ans de cela. Et d'autre part, d'échanges culturels. Et on peut dire qu'avec, grâce à la culture, nous sommes capables de dépasser des limites et frontières. Aussi, le plus grand obstacle que nous avons, c'est la langue. Moi, je parle normalement Deutsch. Und das ist die Sprache, die ich manchmal einen Tod davon verstehen, wenn ich so richtig alles auf Deutsch anfange, c'est ma langue. Mais c'est un dialecte alémanique proche du Moyen-Âge, et le reste des Suisses alémaniques ont des difficultés de comprendre. Ils pensent que moi je suis italien ou je ne sais pas quoi. Alors c'est la langue qui est un grand échange, et pour cela je trouve la culture. Naturellement, nous avons beaucoup de choses. Ici, à ce festival de livres, là nous avons de la langue qui est très importante, mais il y a d'autres possibilités. La musique. On a créé à Brique un festival de chœurs, où on invite des chœurs des villes des Alpes, et tous les 3 ou 5 ans, on les invite pour 3-4 jours, et faire des concerts, pas seulement dans la salle, mais aussi sur les places de la ville. Pour intéresser aussi des gens qui ne vont jamais dans une salle de concert, avec les touches avec la musique. Un autre médium, c'est naturellement les films, et je pense que le plus grand défi, c'est d'arriver avec la littérature d'autres langues. Et ce que nous essayons dans notre petit festival à Brique, c'est toujours apporter aussi des écrivains de langue française, d'italienne. Nous avons Romanche, et naturellement l'allemand, la grande partie est allemand, mais faire cette mix. Et quand nous faisons quelque chose en français, il n'y a pas beaucoup plus de monde qu'ici à ce moment. Et si nous faisons quelque chose en italien, c'est bizarre. Il y a probablement une soixantaine ou 80 personnes qui arrivent, que des ça. Bon, je pense que ça suffit pour le moment, je ne vais pas m'occuper tout le temps. Non, mais c'est très important de montrer que la culture se diffuse d'un pays à l'autre, d'une langue à l'autre, et c'est vraiment très bien, on est vraiment très content et même très rassuré de pouvoir s'imprégner de tout ce que vous faites, alors que vous êtes à 3 heures de voiture, puisque de Passy. Et on a tout l'intérêt de ces salons, c'est d'être justement des lieux d'échange, des lieux de rencontre, des lieux de partage autour des activités culturelles qui nous importent. Ici, à Passy, la ville s'est attachée au livre, avec le Salon international du livre de montagne de Passy, qui a été créé en 1991 par François Garde et Joël Chapaz. Et ça a été vraiment un défi lancé au monde, de pouvoir réunir en plein été dans cet endroit des écrivains à la fois de tous les pays d'Europe, et puis aussi des cinéastes et autant de personnes qui se rassemblent autour du livre pour passer ensemble un moment de bonheur. Donc, Joël Chapaz est à l'origine de ce salon du livre, donc avec François Garde, et ça n'a pas été si facile que ça au départ, je pense. Oui, merci Michel. Alors il y a 33 ans, quand avec François Garde, nous avons décidé de lancer un salon du livre de montagne à Passy, la première personne que je suis allée rencontrer est à ma droite, c'est Guido. À l'époque, il était attaché culturel à l'assessorat à la culture. Alors, je lui ai dit que lancer un premier salon du livre de montagne, on ne savait pas trop où on allait en fin de compte, mais je voulais absolument regrouper, qu'on trouve sous ce même toit la vallée d'Aoste, le Valais et notre région. Notre histoire est commune, nous avons
j'allais dire pas le même patois, non, mais on trouve des mots patois dans nos trois langues. Donc Guido a accueilli avec beaucoup de joie cette initiative. La Vallée d'Aoste a été présente dès la première année avec un stand. Et ensuite, comme j'avais pas trop de... Il n'y avait pas encore le festival, enfin le salon à Saint-Pierre-de-Clage, la fête du livre. C'est Bernard Crétas que j'ai contacté au musée ethnographique de Genève, qui avait une très très belle exposition donc, de collectionneurs chamonniards, et qui m'a dit, eh bien, on est partant. Donc, dès la première année, sous le même toit, on a eu le Valais, la Vallée d'Aoste, et notre région. Et ensuite, ben, naturellement, ça a été un rendez-vous fidèle pour ces Val-de-Thun, ces Valaisans. Nous avons aussi des rendez-vous fidèles avec Saint-Pierre-de-Clage, en Valais, puisque nous sommes toujours présents à la fête du livre à Saint-Pierre-de-Clage. Après, eh bien, 15 ans plus tard, nous avons parrainé le salon du livre de montagne à Banff, au Canada. Et ensuite, eh bien, l'histoire a continué. Merci. Non, mais c'est une belle histoire et une belle aventure autour du livre, et surtout une belle aventure d'amitié durable, hein, et on n'est pas forcément sûr de ce que va être le développement durable dans les années à venir, mais en tout cas l'amitié durable entre Passy et la Vallée d'Aoste, c'est quelque chose qui compte dans une vie, parce que c'est vraiment un cadeau de la vie, hein, d'avoir pu rencontrer toutes ces personnes motivées, et on en a bien eu un exemple formidable ce matin avec Robert Louvain et Michaël Vedano, et tous ces échanges que l'on a régulièrement pour justement que la culture traverse les montagnes. Ça, c'est important, Guido. Ah oui, sûrement. Il y a 30 ans, plus de 30 ans, nous avons accepté tout de suite l'idée parce que c'était moi j'étais attaché culturel, enfin dirigeant service culturel, donc je m'occupais de l'image, aussi de l'image à l'extérieur de la Vallée d'Aoste. Et on avait décidé, la politique avait décidé, le conseil régional et surtout, de lancer toute une campagne pour faire connaître la Vallée d'Aoste du point de vue culturel. Langue et culture. Tout ça, ça venait d'un projet des années 60-70 qui était lié au centre d'études d'animation, qui était né un peu partout des 72 communes, mairies, vous dites mairie, de la Vallée d'Aoste, avec un centre de production, si nous voulons, lié à la bibliothèque générale d'Aoste. Et on a créé un système, transformé ces centres en système de centres bibliothécaires, mais aussi des centres culturels d'animation. Pas lié simplement au livre, disons comme ça, au livre. Et ça c'est bien parce que cette transformation a permis à toutes les petites communautés, de toutes les petites mairies, nous avons des mairies avec un Vallée d'Aoste, avec pas même 100 personnes qui constituent la mairie, donc des citoyens de la mairie. Alors vous comprenez. Et ça voulait dire aussi toute une vision stratégique de la montagne liée à la culture et à la survivance de la population à la montagne. Alors on a décidé, Alessia, qui travaille pour l'école, qui est là, Alessia Demain, qui connaît très bien toute la situation, parce qu'on a décidé de maintenir, par exemple, toutes les écoles de montagne, jusqu'à 4 enfants. C'est-à-dire, ça suffit d'avoir 4 enfants pour avoir une pluriclasse et maintenir cette pluriclasse avec un maître qui est payé clairement par la région autonome de la Vallée d'Aoste, qui a des compétences primaires dans ces matières. Donc c'est très important. C'est pourquoi il y a beaucoup de centres. On peut les partager en deux. Ceux qui sont tout à fait de dérivation publique, si vous voulez. C'est-à-dire, ils sont nés par des bénévolats, etc. Mais vu l'importance, ils sont changés petit à petit, ils sont rentrés dans un grand projet régional. Je pense
sont privés, mais au Centre d'études franco-provençal, pour la défense du franco-provençal, de notre patois, l'Académie de Saint-Anselme, qui est l'Académie des savants valdôtains. Et je vous dis que si vous venez à Vallée d'Aoste, finalement, tout le fonds muséal de l'Académie, on peut le voir parce qu'on a ouvert le château de Aimarville, à côté d'Aoste, qui hospite maintenant déjà toute la collection des savants de l'Académie de Saint-Anselme. Une chose très importante. 1000 ans à peu près d'objets plus. Très important. Je lisais beaucoup l'Association valdôtaine des archives sonores, qu'il est devenu, il existe encore pour du bénévolat, mais il est devenu le BREL, le Bureau régional ethno-linguistique. C'est-à-dire, à partir de bas, et l'exigence portée à l'attention publique, et l'attention publique va la transformer dans une situation. Alors, il y a des aspects positifs et des aspects négatifs. Parce que quand on transforme une chose privée en une chose publique, on ne sait jamais si la chose va fonctionner ou non. La plupart disons qu'elles ont fonctionné. Nous avons un institut valdôtain de l'artisanat typique, par exemple. Tu parlais de la foire de la Sainte-Tour. Mais ça veut dire aussi que l'assessorat compétent, il a ouvert toute une série de chantiers pour porter les enfants de l'école moyenne à travailler dans les ateliers où les sculpteurs valdôtains de la foire, j'espère que vous avez déjà vu une foire de la Sainte-Tour, si vous ne l'avez pas fait, on vous attend. Samedi, il y a la foire, demain l'après-midi, il y a la foire d'été. C'est pas la vraie foire, pour nous valdôtains, c'est la foire pour les touristes, mais il faut la faire, enfin. Mais c'est la foire, c'est le 30 et le 31 de janvier. Donc, comme je disais, il y a plusieurs activités, impossible de les citer tout. Moi, personnellement, finalement, je suis en retraite, mais je m'occupe tout de suite, ils m'ont pris pour faire d'autres choses, comme toujours, si quelqu'un a un intérêt dans certains types. Moi, par exemple, si, disait Michel, je suis secrétaire de l'Église ouverte de la diocèse d'Aoste, qui dépend clairement de la diocèse d'Aoste, de l'évêque d'Aoste, mais que nous avons en gestion toute une série de musées comme celui de la cathédrale d'Aoste, qui est très important, le trésor de la cathédrale, toute la visite du bâtiment de la cathédrale, dont les fresques, les fouilles, etc. Tout ça, c'est l'église de Saint-Étienne. On a une trentaine d'églises à organiser. Tout ça, c'est fait par l'ouverture par bénévoles. Ce sont des bénévoles qui gèrent. C'est très difficile à gérer, surtout le mois de juillet, août, mais on cherche de le faire. Et comme je disais, il y a toujours des associations qui sont devenues associations, mais en réalité, par exemple, il y a l'association Forteresse de Bar. La Forteresse de Bar, je crois que vous l'avez déjà vu. On a mis pour la restructuration globale, tout ça, à peu près 100 millions d'euros. Vous pouvez penser là, ce qui comporte puis le fonctionnement de tout ça. Il travaille 80 personnes à l'intérieur d'eux, mais c'est un centre culturel aujourd'hui pour la Basse-Vallée fondamental, clairement. Au point de vue de beaucoup d'autres choses, je disais, par exemple, dans le public, c'est l'administration qui s'occupe de toute la saison culturelle annuelle. La saison culturelle, ça veut dire 120 projections de films, 60 spectacles de théâtre, la collaboration avec une autre association très importante de bénévolat, que c'est l'association du théâtre populaire en patois. Alors là, toutes les compagnies sont des bénévoles, clairement, mais ils ont un printemps théâtral. Tout le printemps, il y a une vingtaine de spectacles qui sont produits par c'est très bien. C'est une question de conserver la langue. Parce que tout est fait en franco-provençal, ça veut dire conserver la langue. Et nous avons, sûrement vous connaissez, c'est toujours une association, on parlait d'agriculture, avec le Valais, tout ça, on connaît, c'est l'association pour les batailles, pour les reines, pour la bataille des reines, que ça semble comme ça, mais ça veut dire 600 éleveurs qui participent, et qui, si quelqu'un connaît un peu la situation,
c'est quelque chose de très vivant, voilà, disons comme ça. Là, il y a un championnat, tout ça. Le même championnat, c'est l'association des jeux populaires là-dedans. Nous avons des jeux tout à fait particuliers. Le filet, le sang, etc. Se joue très compliqué, je n'ai pas le temps pour vous expliquer. Venez les voir, parce qu'on peut venir les voir. Mais aussi là, il y a un championnat. Par exemple, chez nous, le football, dans la Vallée d'Aoste, ce n'est pas tellement. Pour aller voir l'équipe d'Aoste qui joue, qui n'est pas juste, ça fait 350 personnes. Moi, pour un grand match de filet ou de sang, nous pouvons avoir 2, 3, 4 000 personnes. Un peu comme la bataille de Rennes finale. Nous avons 10 000 personnes qui vont. Nous avons une arène pour faire ça. Alors, vous comprenez, c'est la conservation à travers, vraiment, toute une partie moi, je dis, un intérêt qui vient dans toutes les communautés, dans divers secteurs de compétences, non? Qui vont de l'agriculture jusqu'à la musique. Alessia, vous pourrez, parce qu'il s'est occupé directement de ça. On est parti d'une fondation musicale. On est parti d'une fondation. Aujourd'hui, nous avons un conservatoire reconnu par l'État italien. Et qui, clairement, la culture musicale à Vallée d'Aoste, depuis 30 ans, il y a un changement total. C'est joli, nous avons une orchestre de la fondation. Donc, ça veut dire une centaine de personnes qui font de la musique à haut niveau. Puis, il y a beaucoup d'autres choses. Quelquefois, par exemple, des secteurs, puis je termine. Et le passage entre le privé, l'activité privée, le bénévolat, etc., au public, il a à peu près détruit toute la participation de base. C'est-à-dire, quand c'est un bureau qui ne sait pas gérer tellement la situation, ça veut dire que prendre un semaine touché, tout est bien, mais il n'y a plus de participation populaire en bas. Ça veut dire que c'est un échec. Parce que ça veut dire que là, c'est un secteur qu'on a perdu. Voilà. Non, mais le message est très clair. En Vallée d'Aoste, dont les paysages sont très bien préservés, c'est vraiment formidable. On a l'impression d'être dans un pays de cocagne. Hein. C'est vraiment très très beau, très beau. On a l'impression que ce sont les patrimoines, tous les patrimoines qui sont conservés de façon, sinon juxtaposée, du moins d'une façon séparée. Je veux dire, chaque élément de ce patrimoine fait l'objet d'une cohésion de l'ensemble de la population. Peut-être parce qu'il y a moins de brassage de population qu'en France, par exemple, hein, que dans notre vallée. Mais on a vraiment l'impression que c'est toutes ces branches de la culture, soit l'artisanat, la musique, l'art sacré, l'architecture vernaculaire, enfin tout ce que tu as lissé, voilà, bien ça fait partie de comités des traditions, voilà. Ce sont vraiment des éléments. Ce sont vraiment des éléments fédérateurs et des éléments de cohésion de la vie sociale. Et nous avons beaucoup de chance à Passy, hein, grâce à Joël et à François, d'avoir pu partager avec vous tout ce que vous avez pu mettre en place et tout ce que vous avez pu nous donner à partager dans ces différents domaines. Mais si nous avons la chance d'avoir aujourd'hui un assesseur de l'évêque d'Aoste, nous avons aussi le plaisir d'accueillir un fils d'archevêque. Il nous expliquera pourquoi. C'est Jean-Franck Charlet, dont j'ai dit qu'il était guide de haute montagne, mais surtout cristallier. Et il est né avec, je veux dire, la passion pour ce qu'il appelle dans son livre le feu dans la pierre. Donc, je voudrais lui demander, d'abord, pourquoi j'ai fait cette plaisanterie peut-être de mauvais goût tout à l'heure, et puis surtout comment il a pu découvrir à travers son activité d'enfant de la montagne et ensuite de guide de haute montagne, cette activité de cristallier qui n'est pas sans risque, que ce soit sur le plan physique, mais aussi sur le plan juridique parfois. Oui. Merci beaucoup. Le massif du Mont Blanc, il se trouve que l'on trouve des cristaux, et ça depuis des siècles, dans les granites de Chamonix. Et ces cristaux sont des cristaux de quartz avec des formes très typiques et avec d'autres minéraux relativement uniques sur toute la planète Terre.
signifiait que le massif du Mont Blanc est un des hauts lieux de la minéralogie mondiale. On partage cet endroit d'ailleurs avec nos amis suisses du Haut-Valais, puisqu'on a exactement la même géologie dans la partie suisse centrale, autour du glacier du Rhône, des côtes de la Fourcade, de Grimsel, et toute la partie du Haut-Valais. C'est exactement la même géologie que Chamonix, il y a la même tradition de cristalliers depuis des siècles. Et moi, cette tradition me vient aussi de ma famille. Mon arrière-grand-père allait déjà chercher des cristaux, mon grand-père en a trouvé pas mal. Mon père était un passionné de cristaux. Et donc, il y a toujours eu des cristaux chez moi dans la maison. Et donc, depuis tout petit, je navigue dans ce milieu. Donc, rien de très original. Et aussi, je navigue dans ce milieu de guide, puisque moi, je suis la 6e génération de guide de la famille. Et mon fils est la 7e génération. Voilà. Alors, pour le fils d'archevêque, je vous laisse lire le livre. C'est bien parce que c'est au début, c'est assez vite là. Mes parents ont rencontré un jour un radiesthésiste qui leur a dit sur une carte vous allez là-haut au col du Passon, il y a de l'or, vous verrez, il y a un filon, il y a un or, donc ils creusent et ils trouvent quelques pépites d'or. Donc ils commencent à croire à ce radiesthésiste, etc. Et ce radiesthésiste, ensuite, il réactive une église templière du XIIe siècle, etc. Donc, et mes parents le suivent dans cette aventure, et donc mon père et ma mère se retrouvent archevêques de cette église, qui avait pas mal de grands prélats catholiques d'ailleurs, en même temps. Enfin, voilà, ça c'est une histoire plus anecdotique. N'empêche qu'ils ont trouvé une mine d'or grâce à un radiesthésiste quand même un jour. Puis il y a pas mal d'autres anecdotes. Alors je disais, ce massif du Mont Blanc, ces cristaux ils étaient formés 15 km sous terre, 10 km sous terre il y a 15 millions d'années. Grâce à des pressions spéciales, la roche s'est fracturée, a créé des fissures. Dans ces fissures est venue de l'eau avec des atomes de quartz en solution. Tout ça remonte tout doucement, se refroidit, la pression diminue aussi parce qu'on remonte. Et donc les cristaux se forment par précipitation. C'est des choses classiques de la chimie. Et puis ces cristaux, ils sont dans la montagne, ils remontent. Et aujourd'hui, on les trouve à flanc de parois, dans les grandes parois du massif du Mont Blanc, un peu partout, c'est distribué de façon assez aléatoire, plutôt dans les endroits où il y a de très fortes pressions, où la roche est très fracturée. C'est toute une région qui est plutôt sur la frontière franco-italienne et franco-suisse d'ailleurs, pas trop du côté directement du Mont Blanc et de Chamonix. Que vous dire d'autre là-dessus donc moi j'ai repris cette tradition très vite. Il faut savoir qu'il y a eu les anciens, au siècle précédent. À partir de 1620, on a des relations comme quoi il y a des cristalliers à Chamonix qui trouvent de beaux cristaux qui vont les faire tailler à Milan et à Genève, où ils sont taillés comme nulle part ailleurs au monde. C'est la citation de 1620. Donc oui, 1620, ça fait 4 siècles de recherche de cristaux dans le massif du Mont Blanc. Et donc, les cristalliers de Chamonix, vous savez, c'est un milieu paysan extrêmement rude comme vie, ils n'avaient pas grand-chose en tout cas à revendre et à échanger. Et là, il y avait une matière première qu'ils pouvaient trouver chez eux et aller revendre en ville. Et donc, comme ça, améliorer quand même nettement l'ordinaire. Donc ça dure jusqu'aux années 1800. Et puis, les années 1800, ensuite, il y a les cristaux viennent du Brésil, viennent de Madagascar, ont des quantités absolument incroyables par rapport à ce qu'on trouve dans les Alpes. Donc, le marché alpin s'oublie, n'existe pratiquement plus. Mais là, c'est l'arrivée des premiers touristes à Chamonix. Et on vend des cristaux aux touristes, on vend des herbiers, on vend des animaux empaillés, on vend un peu tout ce qu'on peut trouver dans la montagne. Et donc ça relance un petit peu l'activité. Puis l'activité, elle n'est pas très forte non plus. Puis les années 70, en France, et un peu dans tous les pays européens et aux États-Unis, même au Japon, il y a un hobby de la minéralogie qui se met en place. Il y a plein de gens qui se mettent à collectionner les minéraux du monde entier. Et Chamonix, on a cette place privilégiée avec nos quartz avec des formes en peigne, on appelle ça, qui sont assez uniques au monde. Et puis ce cristal rouge qui s'appelle la fluorine rose, qui est également assez unique au monde dans ses qualités. Eh bien, ça relance complètement le marché. Et moi, j'arrive à ce moment-là, j'ai à peine 20 ans, 70, quand le marché de la minéralogie se remet en route. Et donc là, il y a un vrai engouement, et donc on va chercher des cristaux. Et voilà, ce livre raconte à peu près après mes 55 ans d'aventure de cristallier dans le massif du Mont Blanc, où j'ai eu la chance avec
d'arriver à cette bonne période où finalement le siècle passé, ça n'avait pas trop été fouillé, la montagne, et que là, avec ce nouvel engouement, avec plein de monde qui s'intéresse à la minéralogie, on est les premiers à faire les grandes parois en rappel, à trouver des choses assez extraordinaires où personne n'était encore allé. Et ben, aujourd'hui, ça continue. Donc aujourd'hui, ça continue parce que le réchauffement climatique, alors on a un peu honte, mais les cristalliers, on est les seuls à en profiter aujourd'hui, parce que ce réchauffement fait que les glaciers fondent, et que chaque année, il y a de nouvelles roches qui se découvrent, qui étaient sous la glace depuis des siècles, et donc de nouveaux endroits potentiels où des fissures peuvent être à nouveau ouvertes et où les cristaux sont là. C'est d'une part les glaciers qui fondent en épaisseur, et d'autre part dans les grandes parois. Dans les années encore 80-90, face nord des Courtes, c'est une immense paroi de glace de 400 mètres de large, 800 mètres de haut. Aujourd'hui, c'est un tas de rochers de 800 mètres de haut et 400 mètres de large. Il n'y a plus du tout la moindre trace de glace. Et donc, ces rochers sont dégagés ces 20 dernières années. Et chaque année, que cette fonte est d'autant plus spectaculaire cette année, des hectares et des hectares de rochers, si on cumule dans le massif du Mont Blanc, se découvrent et laissent du coup potentiellement réapparaître des cristaux qu'on ne pouvait pas trouver puisqu'ils étaient jusque-là sous la glace. Voilà, je ne sais pas ce que je peux vous raconter d'autre. Voilà. Autrement, j'ai un petit film à vous passer pour que vous voyez à peu près ce que c'est. On va passer le petit film qui dure 5 minutes, mais juste avant de passer le film, juste une question. Je veux dire, les cristaux, c'est pas simplement une cueillette, il faut quand même taper un peu dans la montagne. Alors vous verrez, c'est pratiquement, c'est aux 3/4 une cueillette, c'est-à-dire que dans les cavités, les fissures dans lesquelles ils sont formés, comme ils sont formés quand même il y a 15 millions d'années, il y a eu pas mal de chocs et de choses comme ça au cours de l'âge des fours où on trouve. Et donc les cristaux sont déjà détachés en général. Jusque-là, le gros problème, c'est qu'ils sont détachés dans des fours qui sont gelés en haute montagne. Donc on dégèle et on les ramasse vraiment comme des pommes de terre, très facilement. Et ensuite, quand on avance plus profondément dans la fissure, là ils sont quand même attachés au rocher. Donc avec burin, massette, on arrive facilement à fissurer le granit. Et puis si ça reste complètement accroché, on les laisse en place et on ne peut pas les récupérer. Il peut y avoir des excès quand on attaque la montagne. Alors il y a eu, moi en 1985, vous verrez dans le livre, j'ai été 2 jours en prison, inculpé de dégradation de site classé du Mont Blanc avec mes camarades. La justice avait estimé qu'on avait descendu le cristaux en hélicoptère dans le massif du Mont Blanc. On avait trouvé une énorme cavité, il y avait peut-être 2 tonnes. Impossible de redescendre tout ça à dos, en plus c'est au milieu d'une paroi de 800 mètres de haut. Donc on a pris l'hélicoptère. Ça a été très impopulaire. Il faut savoir que 5 ans auparavant, des Suisses dans les Grandes Jorasses avaient été inculpés de dégradation du site classé du Mont Blanc. Donc nous on retombe sur la même inculpation. L'affaire dure un certain temps, on finit par être condamné pour dégradation du site classé du Mont Blanc. Et là on s'est mis autour de la table avec les mouvements écologistes, etc. Parce que très vite j'ai bien vu que ce qui gênait les gens c'était de redescendre des cristaux en hélicoptère. Et c'était pas d'aller chercher ces cristaux. Du reste, pour la recherche du cristal, il faut comprendre que là où on les trouve, les fissures sont ouvertes. Et si ces fissures sont ouvertes, c'est que le dernier effondrement de la paroi les a dégagées. Alors cet effondrement, il date d'1 million d'années, 100 000 ans, 10 000 ans, ou c'est celui de l'année passée. Et que donc le cristal, là où on le trouve, nous, c'est ce dernier moment d'existence, puisque le prochain effondrement va le briser. Du coup, fort de ces arguments qui ont été défendus, on a été voir les plus hautes autorités géologiques et minéralogiques en France et dans le monde qui ont défendu le projet dans ce sens-là. Et donc, on a une lettre directive de l'époque, c'était Michel Barnier, le ministre de l'Environnement, en 1993, qui veut bien dire que si on va au cristaux sans hélicoptère, sans marteau-piqueur, sans dynamite, on ne dégrade pas la montagne. On ne veut pas être inculpé de dégradation du site classé, parce qu'on y va avec les moyens, etc. Et que de toute façon, ces cristaux, un jour, ils vont disparaître en poussière. Et donc, on est sur cette réglementation là depuis 1995, donc ça fait quand même un petit moment. Et pour être cristallier, on s'auto-déclare à la mairie de Chamonix chaque année, et on signe une charte de bonne conduite, où on n'emploie pas l'hélicoptère, ni dynamite, bien sûr, ni marteau-piqueur pour extraire les cristaux, qu'on y va à la loyale avec son burin, sa massette,
éventuellement un pied de biche, et surtout on redescend les cristaux sur le dos, dans le sac à dos. Et donc ça existe depuis 30 ans, ça va sûrement évoluer un peu, mais on a cet embryon de réglementation. Voilà, une éthique de comportement. Là, on va regarder le film. Oui, volontiers, oui. Volontiers. Vous verrez le film, il commence par un énorme éboulement. Un jour, on passait près de la face nord de la Tour Ronde. Oui, alors ça, c'est ce qui arrive tous les jours en ce moment à Chamonix, dans le massif du Mont Blanc. Ça pourrait arriver dans le fameux couloir de Goûter où la voie normale du Mont Blanc, vous avez vu, n'est plus conseillée du tout. Donc cette histoire de permafrost, ces montagnes, elles tiennent en haute altitude par le fait qu'entre les rochers, il y a de la glace. Cette glace, avec la chaleur, va fondre, et libérant ainsi les rochers. Et donc on est vraiment à un moment assez critique à ce niveau-là. Il y a des aléas entre les chutes de pierre, les chutes de sérac. En même temps, c'est une gestion permanente du risque, c'est-à-dire qu'il faut observer la montagne, c'est-à-dire qu'il faut venir au bon moment, à la bonne saison. Là, par exemple, c'est une énorme paroi de rochers brisés au-dessus. Il est impossible de venir aux heures chaudes de l'été à cet endroit-là, parce qu'il y a des chutes de pierre de partout. Et donc, il faut attendre l'automne, quand tout regèle, quand la montagne reprend un peu une position hivernale, pour pouvoir à nouveau aller dans ces endroits où là, la nouvelle neige et le nouveau gel tient tous les rochers, et du coup, il n'y a absolument aucun danger. Nous sommes fin septembre. La neige est déjà tombée en grande quantité et cela arrange les cristalliers. Ils vont pouvoir visiter certains de leurs fours beaucoup trop dangereux cet été. Jean-Franck, issu d'une grande lignée de guides et de cristalliers, est accompagné pour cette sortie de son fils Jonathan, champion du monde de freeride, qui se passionne aussi pour ce feu pris dans la glace que sont les cristaux. Les cristaux, c'est vraiment une balade dans la montagne. On est libre d'aller où on veut, on passe des journées à prospecter toute la montagne, à se balader, à chercher des endroits où personne n'est jamais allé, donc on est vraiment à l'aventure. Donc là, c'est une cavité qu'on a découvert aux jumelles à 50 mètres de là durant l'été. Il était impossible de se rendre à cet endroit-là, puisqu'il y avait plein de chutes de pierre. Ça aurait été extrêmement dangereux, mais c'est la petite fissure qui est au-dessus. Et donc on a attendu l'automne, les premières neiges et le regel pour s'y rendre. Donc là, c'est une pièce très importante de cristaux qui est accrochée quand même. Et donc avec burin et massette, on va fendre le rocher et la sortir de son trou. Elle nous attend là depuis des millions d'années. Magnifique! Bon, d'habitude, c'est plutôt quand c'est très très sec qu'on coupe les cristaux. Là, avec l'orage de la nuit, tu vois, ça va couvert dessus. Et on désolidarise assez facilement parce qu'il y a une couche de granit pourri. Candide, très belle qualité. Ah, c'est beau, ça fait un paquet de belles pour le corps, le pot avec un bon peu de bas. Ouais, ça sera beau avec un coup de gel, hein. Le coin est difficile à trouver, bien entendu, il est difficile à trouver. Mais une fois que le coin a été trouvé, il s'agit de descendre les cristaux. Et là, c'était un cristal, une plaque, un ensemble qui est très très lourd. Donc il a fallu que nous trouvions vraiment la solution. Et ça a été de faire un téléphérique pour ne pas prendre trop de risques, ne pas transporter cette pièce qui est belle, mais lourde. Ça va faire au moins entre 50 et 60 kilos. Tu peux imaginer, c'est compliqué. C'est bon? Et quand tu es dans des parois difficiles, hein, où tu dois faire des manœuvres de corde compliquées, dans des rochers pourris, qu'en plus tu as des sacs sur le dos qui dépassent les 30-40 kilos, tu ne peux pas ne pas prendre de risques. Alors on essaie d'en prendre le minimum. De prendre le minimum de risques. Tu vois, il faut savoir faire toutes les manœuvres de corde, même les plus compliquées. Des tyroliennes compliquées, des petits téléphériques, des pendules. Ce qui n'est pas du tout ce que font la plupart des alpinistes qui n'en ont pas besoin.
comme ils n'ont pas besoin de les faire, sont des honneurs qu'ils connaissent mal ou qu'ils ne connaissent pas. Porter des sacs très lourds et tout, ça c'est vraiment extrême quoi. Descendre C'est en un rappel, cadeau qui fait 60 kilos. Hein. tire sur les épaules en C'est un arrière. peu le maximum de ce qu'on peut transporter, vous voyez le genre. Voilà, mais c'est des bons moments. On est encore plus content d'être en bas. Et puis encore plus quand on Et là, il débarque. suffisait de traverser ce glacier, on remontait le caillou pendant une cinquantaine de mètres, et après on l'a ramené en luge sur la pointelle Brenner, d'où il est rentré par la vallée en téléphérique. La plus grosse plaque de la vie. Ça m'est un truc aussi gros. J'ai bien fait de me casser de l'eau. Parfait, parfait, parfait. Bon, il y a comme des cheveux à l'intérieur. Hein. C'est plus un effet d'optique, de cassure que de miroir. C'est assez étonnant. Voilà, vous voyez à peu près de quoi il s'agit. Donc on s'amuse dans cette chasse au trésor, même moi depuis 55 ans. Et ça continue encore un peu. Il y a de nombreux jeunes qui sont passionnés par cette activité. À la mairie de Chamonix, il y a une centaine de personnes chaque année qui se déclarent comme cristalliers, puisqu'on doit d'abord se déclarer avant d'aller en montagne. Et sur les 50, il y en a peut-être qu'une vingtaine qui vont régulièrement, et puis 80 qui vont 1 ou 2 ou 3 jours par saison, juste pour voir. C'est une double passion, c'est une double addiction, c'est une double technique aussi. Oui, donc c'est de l'alpinisme de toute façon de haute difficulté, parce que se promener en haute montagne dans ces endroits avec des charges lourdes, ça demande énormément de précautions et je pense énormément de métier. C'est vite compliqué. Ça peut prendre des risques certains, mais enfin bon, faut gérer tout ça sans arrêt. Et oui, ça vient avec la même passion que l'alpinisme. Je ne pense pas que je serais cristallier s'il fallait aller dans les mines chercher des cristaux, s'il fallait aller dans des endroits où s'il fallait très laborieusement creuser avec un burin et une massette pendant des heures. Je crois que ça m'aurait vite ennuyé. Mais là, il faut aller en haute montagne, donc dans notre domaine, dans ce monde merveilleux de la haute altitude, et avec tous ses avantages et avec tout son sublime. Et en plus, on trouve des trésors. Donc, En tout cas, on retrouve tous les déterminants de ces passions croisées dans Cristallier de Jean-Franck Jarlet aux éditions Paulsen, collection d'Ira. Et comme ma montre à quartz, il est bientôt 6h30, je voudrais que tu nous expliques un peu les différentes pierres qui sont là, parce qu'un quartz, il faut que c'est un nombre de côtés particulier. Enfin, c'est pas qu'il faut que ça ait, c'est que forcément, vu la molécule de base, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme les cristaux de neige. Hein. Il y a un très bon livre, l'histoire des cristaux de neige, d'Étengis. C'est pas n'importe quoi, hein. C'est 6 côtés. Donc ça, c'est le quartz classique, c'est un cristal à 6 faces. Vous voyez ? Donc la molécule de base, c'est un tétraèdre comme ça, et dès le départ, quand elles s'agglutinent entre elles, quand on en met 6 ensemble, ça fait déjà une pointe, comme ça. Et puis après, les lois de la cristallographie, les molécules s'accrochent comme des petits aimants là où elles doivent être. Puis le cristal, il pousse. Quand il n'y a plus d'eau et plus de solution, il s'arrête. Et donc c'est quand même, on ne sait pas tellement combien de temps ça met. Enfin, ça met quand même plusieurs milliers, pas millions d'années, plusieurs milliers, dizaines de milliers d'années à pousser. Donc ça fait soit des gros cristaux, suivant la configuration, soit ça en fait plein de petits, là comme ça, et sur des plaques. Et puis ce fameux minéral là qu'on trouve, qui est tellement rare, c'est la fluorine rose. Ça fait des cristaux aussi de formes différentes, alors qu'ils sont des pyramides à 4 faces, on appelle ça des octaèdres, ça fait des cristaux à 8 faces. Voilà. Donc ça c'est très rare, ça se trouve en Suisse centrale et dans le massif du Mont Blanc, pratiquement dans le monde entier. Alors les Suisses sont beaucoup plus gâtés que nous, hein. Vous avez il y a eu des découvertes, des cristaux sont généralement même plus gros en Suisse centrale, les fluorines aussi plus importantes, souvent en taille. Il y a de grandes découvertes qui ont été faites là-bas. J'ai des copains suisses qui travaillent depuis 40 ans
dans la même cavité, là, du côté de Göschenen, juste de l'autre côté du Haut-Valais, du col de la Fourca. Et là, ils trouvent des cristaux carrément métriques. Il y a des cristaux qui font 80 cm de haut, des groupes, des choses incroyables. Et là, par contre, en Suisse, ils ont le droit à tous les moyens. C'est-à-dire que l'endroit est quand même moins sensible que le massif du Mont Blanc, plutôt moins fréquenté. C'est un très vaste domaine qui doit faire une dizaine de fois la surface du massif du Mont Blanc, donc qui est quand même moins fréquenté. Donc, ils ont le droit d'aller avec des hélicoptères, de ramener des choses, d'avoir des autorisations, etc. De travailler avec plus de moyens. Mais bon, après ils trouvent les mêmes cristaux, c'est les mêmes passionnés. Hein. Le cristallier suisse s'appelle en suisse allemand le Strahler. Je connais bien ça. Et voilà, c'est aussi nos copains, nos amis. Alors côté italien, bien sûr, du massif du Mont Blanc, puisque le Mont Blanc on est sur les 3 pays. Côté suisse, il y a la même minéralogie. Côté italien aussi, il se trouve de très belles choses. Des choses un petit peu différentes du côté du glacier de Miage, où les cristaux à ce moment-là ne sont pas fumés, mais sont blancs et transparents, mais de très belle qualité. Et puis après, quand on va chercher les cristaux, on apparaît sur la frontière, donc on ne sait jamais trop où on est. Mais bon, en fait, en même temps, le massif du Mont Blanc, le côté italien, c'est juste la frontière, et puis ça tombe vers l'Italie sur un seul versant. Donc c'est moins vaste que côté Chamonix, ce qui explique qu'il y a moins de trouvailles. Et en même temps, la géologie fait que le pendage du rocher, il est comme ça. Donc côté italien, s'il y a des fours, souvent ils se vident naturellement. Quand la fissure s'ouvre, si les cristaux sont détachés, par gravité, ils se vident. Donc c'est quand même beaucoup moins riche. Puis côté suisse, c'est quand même une plus petite partie, donc côté du Mont Blanc, il y a moins de belles choses. Mais voilà. Donc nos amis suisses, italiens, là on se rencontre dans les refuges, on se voit. Souvent d'ailleurs on va ensemble. J'ai de très bons copains italiens du Val d'Aoste, on partage la même passion, et puis pareil le côté suisse. Et puis tout le monde se retrouve à la bourse aux cristaux de Chamonix. De Chamonix qui vient d'ouvrir, qui ouvre demain matin. Demain matin, ouais. Si vous voulez voir beaucoup de cristaux, vous avez une des très belles expositions au niveau national français à Chamonix, les samedi et dimanche prochain au Majestic. Enfin, une très belle salle du Majestic. Il doit y avoir une cinquantaine d'exposants avec des minéraux qui viennent du monde entier, mais quand même bien, un quart des minéraux qui viennent plutôt de Chamonix et des Alpes. Et ça fait partie de l'identité de Chamonix et de sa culture et de son patrimoine, avec une transmission de génération en génération. Jean-Franck l'a bien marqué. Et alors la mairie de Chamonix a très bien réussi. Enfin, il faut dire qu'il y avait un club de minéralogie aussi très actif. On a peut-être un des plus beaux musées de minéralogie. Le musée des cristaux de Chamonix, c'est vraiment là, si vous l'avez vu il y a quelques années, maintenant il est 3 fois plus grand, là, depuis le mois de décembre. Il y a des cristaux du monde entier. Et c'est de toute façon le plus beau musée français, un des 2 troisièmes musées européens, et sûrement dans les 5 ou 6 plus beaux musées mondiaux de minéralogie. Il y a vraiment là, et donc nous comme cristalliers, c'est extrêmement flatteur, puisque quand on trouve des belles choses, alors il faut être fair-play de temps en temps, parce que la mairie pourrait est propriétaire de ces cristaux. C'est elle qui est propriétaire du sol et donc de ce qu'il y a dans le sol. Donc c'est Fairplay qui nous les laisse rabasser comme ça. Et donc en gros, en général, la mairie peut faire préemption sur un certain nombre de pièces, puisqu'on doit déclarer nos trouvailles principales chaque année par une feuille ou des photos. On montre, et la mairie, si les intéressés, peut faire préemption sur les cailloux. C'est comme ça qu'il y a ce très beau musée. La mairie a pu le prêter. Et préemptant, en général, elle achète les cristaux quand même, des dommages des cristalliers, à peu près hauteur de la moitié de valeur peut-être marchande. Donc si vous voulez, ça fait un peu genre l'inventeur, vous savez, quand vous trouvez des trésors, l'inventeur la moitié, le propriétaire du sol l'autre moitié. Donc on retombe un peu sur ce format-là. Ça fait de belles bagues de fiançailles quand même. Ah oui, ça se taille bien, c'est joli. S'il y a des questions à poser. Et ça reste des trésors d'exception. Alors, vous voulez poser des questions à nos invités? Non, s'il n'y a pas de questions, je vais leur demander un mot de conclusion à chacun pour qu'ils nous rappellent un peu l'implication de leurs cités respectives dans la culture transfrontalière. Andreas.
Oui, alors je peux dire que maintenant depuis 30 ans, je voyage un peu tout l'arc alpin pour la coopération transfrontalière. D'abord comme cette ONG Tsipra International, après pour le réseau des espaces protégés des Alpes, Alpar, qui est le siège à Chambéry, et puis maintenant aussi pour les festivals de livres des villes des Alpes, parce que je trouve que pour nous c'est une chance. Nous avons reçu cette invitation, grande surprise de Passy, de coopérer ou de faire quelque chose ensemble. La ville des Alpes Briques, ou Brickley, c'est le nom officiel, avec la ville des Alpes de cette année Passy. Et puis nous avons dit, bon, nous avons depuis plus de 15 ans de coopération avec le festival de Trente, pas pour le film, mais pour un événement d'un côté, pour ainsi dire, c'est la montagne libre, alors c'est une exposition des nouvelles parutions. Et puis il y a une grande faiblesse qu'il y a peu de livres en français de cette exposition. C'est une exposition itinéraire qui va après à Bozen, Bolzano, au Tyrol du Sud, chaque année aussi à Brick, et puis à Trente, et il y a des années où il y a des autres villes d'Italie qui s'intéressent à ça. Alors notre but est de voir si cette année ils sont capables de surpasser les difficultés linguistiques et de créer cette coopération, pas seulement d'une année, mais d'une certaine continuation. Nous, à Brick, le plus grand financement pour notre festival vient de la ville de Brick. Ils payent un quart de la manifestation et ils ont gardé un budget pour des activités liées aux villes des Alpes. Et ils nous ont payé, offert le voyage de venir ici à Passy. Je suis très très content aussi d'apprendre quelque chose sur les collecteurs, sur les Strahler du coin. Ouais. Et puis sur les éditeurs français qui sont sur le salon. Dans la vallée des Hostes, difficile de choisir entre toutes ces richesses qui valent de l'or et toutes sortes d'améthystes et de quartz, j'imagine. Pour reprendre sur les cristalliers, il y a une association de cristalliers, je crois que tu connais bien, enfin, qui ont donné tout leur matériel pour faire le musée du Pentamerone. C'est le musée le plus haut peut-être. Celui de Chamonix, le plus beau. Les plus hauts, c'est... Je rigole. Mais quand même, c'est intéressant parce que c'est tous des cristaux qui ont été trouvés sur la chaîne du Mont Blanc, côté italien, la plupart des choses, pour vous dire que quand même se pose. L'activité transfrontalière, je disais par avant, ça vient à partir des vaches, parce qu'avec le Valais, on a toute une activité. Nous faisons même des compétitions pour voir les reines les meilleures. Disons qu'il y a des aspects toujours aussi là publics. Je pense à tout le travail de la Cotra ou de toutes autres choses qui nous permettent d'avoir et de gérer ensemble l'espace Mont Blanc, enfin, les fonds européens, c'est une chose très importante à tout niveau parce qu'il y a des projets qui doivent être utilisés dans ce sens, dont les projets que nous avons aussi d'IGAL, qui s'appelle un valideur du territoire, qui sont gérés avec le Valais, avec la Savoie, avec tous les services de participation sur les langues, etc., le centre d'études franco-provençal, ils travaillent beaucoup pour rechercher, de reporter, surtout à ce que le Valais, encore en petite conservation du franco-provençal, disons du patois, et la Savoie, on retrouve simplement les vieux qui parlent encore, tandis que nous avons cette chance que, disons que 80% de la population autochtone, et aussi des immigrés, ils parlent le franco-provençal. Ça veut dire conserver la langue à tout niveau. Les grandes manifestations que nous avons,
c'est d'exporter, comme il y a des projets, donc d'exporter un peu tous ensemble et d'importer des artistes, pas simplement à l'intérieur du Mont-Blanc, clairement, parce que les grandes structures comme la forteresse de Bar, tout ça, ils peuvent travailler au niveau international. Mais pareil, pour vous faire un exemple, le grand musée de la montagne en Pologne, il est en train d'hospiter un artiste valdotin de la pierre dans un échange que nous avons avec les musées de montagne, avec collaboration avec le musée aussi de la montagne de Turin de M. Aldo Lisio, l'ancien directeur. C'est-à-dire, tout se bouge. Moi, personnellement, pour ma expérience personnelle, c'est très important de créer des réseaux, mais surtout, c'est important de conserver l'amitié entre ceux qui travaillent dans le domaine de la culture. Parce que quelquefois, ça suffit un coup de téléphone pour tenir une exposition magnifique. Si tu as une amie qui est en train de gérer une certaine situation culturelle dans ce moment particulier. Donc, tout juste le réseau, mais c'est très important de cultiver l'amitié. Je dirais, entre guillemets, l'amitié culturelle. L'amitié entre guides, l'amitié entre cristalliers, l'amitié entre chamoniards. Bon, j'ai parlé de la culture à Chamonix sur un tout petit morceau, c'est les cristalliers, mais bien évidemment qu'on aurait pu vous parler du patrimoine, de l'histoire patrimoniale de Chamonix, des premiers touristes, de la première compagnie des guides. On a fêté les 200 ans de la compagnie des guides l'année passée. Je peux vous parler des Jeux Olympiques de 1924, dont on va fêter le 100e anniversaire bientôt, et tant d'autres choses, tous les grands écrivains qui sont passés par cette vallée au pied du Mont Blanc, tous les artistes peintres qui ont peint cet endroit, et puis aussi quelques traditions qui nous restent, heureusement, qui ont été relancées, les combats de rennes. On a ça encore dans la vallée de Chamonix avec la vallée de Saint-Gervais, les Contamines. Il y a un circuit. Alors, je ne crois pas qu'on va se battre. Après, les championnes, elles ne vont pas en Italie, non? Non, parce que nous sommes tellement forts. C'est pas encore international. On reste entre nous. Et c'est une très belle tradition qui reste. Et après, il y a quelques autres. Il y a quand même des gens qui sculptent du bois, qui sculptent des pierres. Il y a quelques artistes qui font des belles choses. Puis après, j'oubliais, il y a des écrivains, vous avez vu. Voilà, en tout cas, écoutez, merci de nous avoir écoutés. Et puis, revue très important, c'est vrai que les montagnes, ça ne sépare pas les hommes, au contraire, ça les rapproche. Et qu'on sent, dès qu'on est dans le Val d'Aoste, on est chez nous quand on est de Chamonix. Dès qu'on est en Valais, évidemment, la Suisse est magnifique, toutes ces vallées, les paysages les plus extraordinaires de montagne, on est aussi à la maison. Et donc, c'est un peu que louer tous ces rapprochements entre les trois pays, puisque Mont Blanc, il est à cheval sur 3 pays. Et ces rapprochements sont quelque chose qui nous tient à cœur et qui est très important pour notre culture en général. Et voilà. Merci. Ah bah si, on n'a pas de cristaux, mais on a des livres. Et je voudrais laisser le dernier mot à Joëlle Chapas, parce qu'elle a créé il y a 32 ans ce salon avec François Garde. Et on a un panorama superbe face au Mont Blanc, et c'est peut-être le plus beau panorama de l'Europe. Donc vraiment, je pense qu'elle aura à cœur de le souligner pour conclure cette soirée. Écoutez, je serai très très brève. Je crois que pour moi, cette amitié que nous avons liée entre la vallée d'Aoste, le Valais et nous-mêmes est très très forte, et nous avons tellement des liens forts qu'on ne peut pas imaginer faire un salon du livre sans votre présence. Merci. Merci. Voilà, Monsieur le Président. Voilà, écoutez, je voudrais vraiment vous remercier de votre présence, et puis de votre présence à tous les 4 pour nous avoir vraiment démontré que la culture n'est pas l'affaire d'une seule personne, mais c'est l'affaire de tous. Et l'intérêt justement de nos activités dans le domaine culturel, c'est de la faire partager, parce que c'est ce qu'il y a de plus important, surtout pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller en montagne, mais qui garderont toujours la possibilité de lire les beaux ouvrages ou de regarder notre site www.salonduLivrePassy.com, où on pourra retrouver l'ensemble de vos interventions.
Et puis, l'intérêt de ces échanges, et de ces échanges tels qu'ils ont été mis en place au Salon du Livre, grâce à nos amis valdotin, grâce à l'entre-genre de Joël, grâce à nos amis qui n'hésitent jamais à nous rejoindre, c'est de toujours faire en sorte que ces moments d'échange soient vraiment des moments de partage et d'amitié durable. Donc voilà, merci à vous, au revoir.